Bienvenue à tous. Tension sociale au Bénin, le dialogue entre gouvernement et partenaires sociaux se poursuit, ne laissant présager pour l'heure aucune porte de sortie de crise digne du nom. Le Conseil des ministres, en date du 28 février, statuant sur la situation, a décidé de l'illégalité de la grève en cours et a assimilé le mouvement de débrayage à un abandon de poste avec menace tacite de radiation. Pour le grand nombre des travailleurs, des ponctions sur salaire sont effectuées. Beaucoup d'entre eux attendent désespérément un hypothétique revirement. Crise sociale au Bénin, en absence de dialogue constructif vers un enlisement de la situation. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission 100% Bénin du jour. Pour le débat, un spécialiste en gestion de crise, un responsable des travailleurs d'un des secteurs d'activité objet de paralysie. Mais avant, le point de l'actualité vu par les journaux dans leur parution du jour, la revue des titres. Kodjovi, admettons que nous découvrons ce premier jour de la semaine dans son style. Il a une fois encore parcouru la une des journaux. Pour nous, le point de sa motion. Kodjovi, admettons, bonjour. Bonjour Jolie Toji, bonjour également à nos amis téléspectateurs qui nous suivent et qui nous accompagnent tout au long de la semaine sur cette émission. Oui, qu'est-ce qu'on peut retenir la fronde sociale avec la rencontre peut-être que le chef de l'État a eu avec les femmes pour un certain dégel. Sans oublier également les conciliabules en cours pour quand même sortir de l'impasse. J'imagine. Ce matin, on démarre avec Actu Express. Tout à fait, Joël Tondi, c'est de coutume. Les lundis, mercredis et vendredis, ce quotidien paraît. Et donc, dans ces analyses, nous font découvrir l'actualité béninoise. Et donc, on démarre comme vous le souhaitez, vous l'avez voulu. C'est bien sûr avec Actu Express qui met donc en grand titre les pious à VIP pour les prochaines élections. C'est bien sûr les législatives qui sont donc à nos portes. La hantise de la fraude électorale, l'installation du COSLEPI pour rassurer de la transparence électorale. Et puis, face donc à la persistance de la crise sociale, le cri de cœur du colonel Louis à Kadi, quotidien La Dépêche qui lui emboîte les pas. Réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Le chef de l'État hypothèque l'indépendance de la justice et puis malgré la menace de radiation, les travailleurs poursuivent la grève. La Nouvelle Tribune, après avoir tout tenté pour briser la grève dans l'éducation, le gouvernement opte pour l'intimidation et la terreur. Talon face donc à la responsabilité de l'année blanche. Balai de rencontre avec le chef de l'État à la Marina. Et si Talon écoutait le peuple pour améliorer sa gouvernance, le confrère de la matinée demande de lever d'immunité de certains parlementaires. Le bloc de la minorité parlementaire s'y oppose. Et puis, paralysie dans les administrations publiques. La grève se poursuit malgré les menaces du gouvernement. Le Nouvel Observateur, haute conspiration institutionnelle contre la République. Le Bénin, otage du tandem exécutif-législatif. Va-t-on vers un vide juridique, s'interroge le quotidien. Et puis, en réaction donc aux défalcations sur salaire pour fait de grève déclarée illégale, la géante marche des syndicats ce mardi 6 mars et puis levée d'immunité parlementaire de certains députés de l'opposition, la minorité parlementaire contre le BMP pour matin libre, soustraction frauduleuse de plus de 40 milliards de francs CFA au profit du coton. Le gouvernement Talon, objet d'un recours devant Olo et puis ambassade du Bénin aux États-Unis. Une affaire du harcèlement sexuel fait polémique, ça fait trop joli, trop dit. Après le Canada, notre voix, programme d'action du gouvernement, où sont passés les 500 000 emplois promis aux jeunes, s'interroge le quotidien. Et puis soustraction frauduleuse de plus de 40 milliards de francs CFA à la Sonapra. Kamar Wassangari saisit la Cour constitutionnelle, violation des droits de l'homme au Bénin. Le rapport accablant de Humbadi transmis à Emmanuel Macron. Vous avez donc les 6 points de violation des droits de l'homme enregistrés. Point média, violation répétée de la Constitution et des décisions de la Cour vers un état de non-droit où la Cour du roi Péto s'exclame et s'interroge donc le quotidien. Point média, je vous l'ai dit. Et c'est donc sur ce journal que nous allons refermer
la une des canards pour le compte de ce lundi. Merci, Kodovi. Maintenant, je fais mon arrêt avec Actu Express, l'EPI ou RAVIP, la hantise de la fraude électorale. Oui, vous savez que la LEPI, c'est quand même la liste électorale permanente informatisée. C'est ce qui nous a permis jusqu'à aujourd'hui d'organiser dans une certaine transparence les élections. À ce jour, quand vous êtes citoyen béninois et que vous résidez donc sur le territoire de cette nation et que vous faites le tour dans les centres d'enrôlement, vous aurez donc le temps de constater que tout ne se déroule pas comme cela se doit. Et donc, conformément peut-être à la volonté des autorités, tout ne se déroule pas comme prévu. Et donc, tout le monde n'est pas donc aujourd'hui en passe d'être enrôlé dans ce nouveau fichier, si entre-temps, il devrait servir donc de baromètre pour les élections. Alors, à partir de cet instant, il y a donc matière à douter donc de la transparence des prochaines élections, puisque jusque-là, le COSLEPI, qui est l'organe exécutif devant charger, l'organe technique du moins devant s'occuper donc du toilettage de la liste électorale permanente informatisée. Le COSLEPI n'est pas à ce jour installé et les élections législatives prochaines sont pratiquement à nos portes. Donc il y a matière à s'inquiéter si tant est que l'on doit poursuivre dans cette vision des choses. Le confrère de la matinée, levé d'immunité parlementaire, Tout à fait. Le bloc de la minorité s'y opposerait. Pas s'y opposerait, doit pouvoir s'opposer parce que c'est au sein de ce bloc qu'il y a la plupart des députés dont il est question aujourd'hui de lever l'immunité. Maintenant, il paraît que le bloc de la majorité présidentielle parlementaire, du moins, est d'accord. Oui, c'est de bonne guerre puisque les deux blocs, naturellement, devraient s'opposer. Donc, ce qui est admis dans l'autre camp n'est pas forcément accepté ici, seulement qu'il s'agit des parlementaires et si tant est qu'on doit pouvoir lever l'immunité de certains députés, que ça se fasse à tous les niveaux et dans les dossiers dans lesquels la plupart se retrouvent. Lorsque on cite les députés de la minorité parlementaire aujourd'hui qui sont au niveau de la gestion, par exemple, des dossiers coton ou de véhicules, mais il y a les dossiers machines agricoles, il y a les dossiers Maria Agreta, il y a les dossiers sièges de construction de l'Assemblée nationale où des députés du bloc de la majorité parlementaire se retrouvent. Donc à partir de cet instant, moi je pense que des deux camps, on doit pouvoir donc faire preuve de concession. S'il est temps qu'on doit pouvoir lever l'immunité, que cela se fasse de façon générale pour qu'on sente que la lutte contre la corruption est d'ordre général et non sélectif. Merci à vous, quand je viens maintenant, mesdames, messieurs. Merci, ce sera tout pour la revue des titres du jour. Demain, on se retrouve pour le même exercice. À demain. Bienvenue à tous. Tension sociale au Bénin, le dialogue de sourds entre gouvernement et partenaires sociaux se poursuit, ne laissant présager pour l'heure aucune porte de sortie de crise digne du nom. Le Conseil des ministres en date du 28 février statuant sur la situation a décidé de l'illégalité de la grève en cours et a assimilé le mouvement de débrayage à un abandon de poste avec menace tacite de radiation. Pour le grand nombre des travailleurs, des pensions sur salaire sont effectuées et beaucoup d'entre eux attendent désespérément un hypothétique revirement. Crise sociale au Bénin en absence de dialogue constructif vers un enlisement de la situation. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission 100% Bénin du jour. Pour le débat, je reçois pour vous Éric Roméo Pétos. Éric Roméo Pétos, bonjour. Vous êtes un acteur de la crise actuelle. Vous représentez sur ce plateau l'un des corps des travailleurs en grève, les enseignants plus précisément, et vous êtes l'un des porte-parole du Fondation des syndicats de l'éducation. Merci pour la disponibilité. Merci. La mobilisation toujours de mise? Très bien même. Très bien. En face de vous, un coach en politique de développement et gestion de crise. Il n'est plus à présenter. Patrick Amand-Poyon, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter vous joindre à nous ce matin. C'est plaisir pour moi. Le temps de la crise derrière nous, difficile de le dire, quoique ce soit le souhait du grand nombre. La tension sociale, les travailleurs, plus du tout en odeur de sainteté auprès de l'État employeur. La grève est déclarée illégale avec les conséquences qui s'imposent. La décision issue du Conseil des ministres suscite toutes sortes de réactions. Chers invités, nous allons suivre Noël Chadaré, secrétaire général de la COJI Bénin, au sujet de cette nouvelle donne
qui vient en ajouter à la tension. Avec la complicité de la régie, nous allons pouvoir le suivre. Et ensuite, on revient sur le plateau. On n'est pas surpris. On n'est pas surpris parce que le gouvernement a décidé de jouer, de sortir son joker. C'est le joker dans le jeu, le jeu auquel nous participons tous. C'est tout simple. Hein? Il a fait l'option, en posant cet acte, le gouvernement a fait l'option de l'affrontement avec les forces sociales, les forces syndicales, les travailleurs. Il a d'abord posé un premier acte, c'est la défalcation. Vous savez que jusque-là, les enseignants, j'en suis un, nous n'avons pas notre salaire. C'est inédit. Depuis l'avènement du renouveau démocratique, c'est inédit. On n'a jamais passé un mois sans avoir le salaire du mois. On ne l'a pas. Il est pris en otage par le pouvoir. Même s'il a défalqué, il doit remettre les salaires. Il n'a pas remis ce qui reste de nos salaires. Pire, il se retrouve entre quatre murs et on décide que la grève est illégale. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on fait grève. Ce n'est pas du temps du pouvoir du président, n'est-ce pas, Talon, qu'on fait grève. On est toujours allé en grève comme on l'a fait. Et pourtant, personne ne s'est levé pour parler de grève illégale. Même s'il y a quelqu'un qui se fait passer pour l'éminence grise, n'est-ce pas, du gouvernement et qui donne des conseils sur le plan juridique, nous restons de marbre par rapport à cette décision qui a été prise. Nous savons que le gouvernement a fait l'option de l'affrontement avec nous. Bien, nous prenons acte. Nous prenons acte et nous aviserons. Nous nous préparons à aller vers nos militants sur le terrain. C'est évident que le pouvoir espère en posant cet acte, parce que j'ai parlé du joker, qu'il sèmera la trouille au sein des travailleurs et que les gens vont courir pour aller dans les classes et dans les juridictions. Ils iront à l'hôpital pour travailler dans les centres de santé. Mais c'est un couteau à double tranchant. Si le gouvernement a fait l'option de se radicaliser, eh bien c'est évident que cette radicalisation du pouvoir va entraîner aussi une autre radicalisation, celle des travailleurs que nous sommes. Parce que quand vous n'avez pas peur vous n'avez plus rien à espérer, vous ne devez pas avoir peur de mourir. Et nous ne mourrons pas. Le pouvoir se croit parce qu'il est tout puissant et veut écraser tout le monde et décapiter le mouvement syndical. C'est cette option qui est faite. Nous l'avons su depuis. Mais nous résisterons. On a déjà vu pire que ça dans ce pays-là. Nous résisterons. C'est l'éléphant qui veut écraser la fourmi. C'est le combat de l'éléphant et de la fourmi. C'est le combat de David contre Goliath. Le combat sera mené avec les forces que nous avons. Si le pouvoir fait l'option de l'affrontement, nous, à notre corps défendant, nous irons dans le combat. Parce que nous sommes disposés à discuter. Nous étions en pleine négociation quand on nous a dit qu'on a défalqué. Le chef d'État qui nous a invités au palais, qui a dit, retrouvez-vous après les travaux de la commission interministérielle avec mes ministres pour trouver un consensus. Si le consensus est acquis, je m'engage, je le cite en substance, je m'engage à mettre cela en application. On ne s'est pas encore retrouvé pour le consensus. La commission s'apprête à travailler. Quand Vlam, on nous jette la défalcation. Roméo Pétos, vous l'avez suivi. Noël Chadare se prononçant sur cette décision issue du Conseil des ministres. Avant de donner la parole au coach Amand Pognon, je vous la donne. Au niveau du Fondation, quelle a été la lecture de cette décision issue du Conseil des ministres et la réaction de l'un des vôtres, parlant de Noël Chadare, comment l'avez-vous perçu? Nous pensons que le gouvernement n'est pas prêt pour sortir de la crise. Parce que à cette hauteur de la crise, il est inconcevable que le gouvernement atterrit dans des aberrations juridiques du genre. Il est inconcevable que des gens qui, dans un passé récent, ont fait la fierté de ce pays, en arrive à avancer des thèses qui dénotent du ridicule. Il est inconcevable que, en ce moment,
où les esprits sont surexcités, on confisque les salaires, on menace de radiation pour abandon de poste. Le EG Noël Chadaré a été suffisamment clair. Le gouvernement est en train d'aller à une extrémité dangereuse et s'il ne prend garde, il l'aurait créé pour la nation, malheureusement, une rébellion. Patrick Amampoyo, vous avez suivi Noël Chadaré et vous avez suivi l'évolution que connaît chaque jour ce dossier. Le Conseil des ministres a statué, la grève actuellement en cours est illégale et demande aux travailleurs de rejoindre le poste, mais visiblement le message ne passe pas. On tend à assister à une radicalisation des positions de part et d'autre. Mais c'était prévisible. Nous sommes au Bénin. Nous sommes le 28 février et on prend une décision comme ça. Moi, je ne sais pas qui est à la source. Pourquoi vous m'attelez encore 28 février? Oui, 28 février, c'est une date que progressivement tous les chefs d'État qui sont passés ont décidé de moins célébrer parce que ça ne les arrangeait pas et nous sommes arrivés à la désacralisation totale du 28 février. Et donc, ça ne dit plus rien à personne. C'est vrai que les chantres de la conférence nationale veulent nous faire croire que la conférence nationale est toujours là, mais je vous assure, moi je ne vois plus trace des acquis de la conférence nationale dans ce pays. Lorsqu'aucune institution n'est respectée dans le pays, lorsque le chef de l'État promet consensus, rencontre, et que les décisions qui sont prises sont des décisions qui vont encore mettre de l'huile sur le feu. Vous voyez, nous sommes arrivés à un point où tous les médiateurs possibles du pays ont été disqualifiés par la gouvernance actuelle. Et donc, j'ai passé tout le temps à réfléchir. Nous aurons l'occasion d'en parler avant la fin de cette émission. Mais qui peut nous sortir de là? Qui peut nous sortir? Parce que le chef d'État va finir par les recevoir, mais il ne peut plus lui faire confiance. Mais qui peut nous sortir de là? Qui peut servir de médiateur? Qui peut aider les deux parties à s'écouter? Parce que nous sommes simplement dans une situation où on ne s'écoute pas. Pour le gouvernement est dans la logique que les syndicalistes font trop de grèves. Très bien. Je vais vous donner un cas patent. Un couple m'a appelé. La femme dit, moi, mon mari là, il m'énerve parce qu'il est tout le temps enfermé dans son bureau à la maison. Il est au bureau de service, il arrive à la maison, il s'enferme encore. Je vois le mari dit, mais comment voulez-vous que je ne m'enferme pas? Ma femme est tout le temps en train de crier dans la maison. Je retourne voir la femme, mais ton mari dit que c'est parce que tu cries qu'il s'enferme. Il dit, mais comment une femme ne va pas crier quand son mari s'enferme tout le temps? Alors, voilà que chacun prend le comportement de l'autre comme excuse. Alors, comment nous avons réglé ça? Nous avons demandé à l'un des deux de se sacrifier une semaine. Et une semaine après, il n'y avait plus de problème. Parce qu'effectivement, c'est le comportement de l'un qui justifie le comportement de l'autre. Nous sommes dans ce genre de situation. Le comportement du gouvernement est en train de durcir la position des enseignants et des travailleurs en général. Mais le gouvernement aussi dit, c'est leur grève répétée qui fait que nous aussi, on est en train de durcir notre position. Mais il faut qu'on les aide à s'écouter. Parce qu'on dit souvent que les enseignants demandent augmentation de salaire. Je l'ai démontré, on l'a fait dans d'autres pays. Ils ne demandent pas augmentation de salaire. C'est-à-dire qu'ils expriment tel qu'ils peuvent l'exprimer. Mais le vœu de l'enseignant, c'est de pouvoir aussi rêver avoir un jour une maison. Je parle de rêve. C'est de pouvoir aussi rêver avoir un jour une voiture. Et à partir du moment où le dispositif mis en place ne lui permet même pas de rêver de ça, nous avons des enseignants qui n'ont jamais quitté le Bénin, ils ne voient même pas comment ils peuvent aller faire vacances quelque part. Dans ces conditions, est-ce qu'on ne peut pas trouver des voies et moyens qui ne vont pas nécessairement entraîner des augmentations budgétaires pour leur donner satisfaction? Voilà de quoi il s'agit. Mais on est dans une position où personne ne s'écoute. Les enseignants expriment mal leurs préoccupations parce qu'eux ils disent augmentation, ils ne connaissent que ça. Ils pensent que l'augmentation va régler leurs problèmes. Là aussi, il faut leur expliquer qu'en réalité, l'augmentation, étant donné que l'État ne produit rien, si on augmente les salaires, l'État va augmenter les impôts et leur récupérer encore ce qu'il leur a donné par une autre main.
Aujourd'hui, Coach Pouillon, la situation semble un peu avoir évolué. Les revendications des travailleurs sont toujours sur tapis, non résolues. Mais là, on assiste à d'autres paires de manches. Il s'agit de l'annonce faite par le Conseil des ministres, une grève désormais illégale. Et lorsque vous êtes dans l'illégalité, les conséquences sont là, vous devez pouvoir assumer. Mais les travailleurs disent ne pas l'entendre de cette oreille, alors que la décision émane désormais du Conseil des ministres. Oui, mais le Conseil des ministres n'est pas un tribunal. Le Conseil des ministres n'est pas un tribunal. Et que ça ne vous étonne pas. Lorsque la Cour constitutionnelle prend une décision et le gouvernement viole ça violemment, n'attendez pas qu'une décision du gouvernement qui se statue en lieu et place du tribunal administratif et décide de ce qui est grève, n'attendez pas que les enseignants aussi respectent ça. Vous les mettez, on dit qu'abri mort n'a pas peur du couteau. Nous sommes dans une situation où on propose aux enseignants la mort ou la mort. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, les enseignants disent, bon, il y a une mort plus honorable que l'autre. Bref, je crois. Moi, je ne parle même pas de cette décision du Conseil des ministres qui va être avisée en son temps. Parce que là, vous savez, il s'est passé des choses dans ce pays où le peuple n'a rien dit. Et le gouvernement a pensé que ça va toujours se passer comme ça. Mais le peuple béninois ne réagit que lorsqu'il a le dos au mur. Et quand il réagit, c'est pas bon. Je crois que le chef de l'État gagnerait. Je sais que la France, il est reçu par le président français qui a dû avoir avec son ambassade les échos de ce qui se passe au Bénin. Et j'espère que s'il ne nous écoute pas, il va au moins écouter le président français qui va lui dire que les lignes rouges sont en train d'être franchies. Bref, je pense que nous sommes dans une situation où cette décision, moi je n'en parle même pas parce que je ne veux même pas passer du temps là-dessus. Elle va être ravisée en son temps parce que je ne vois pas tous les fonctionnaires de ce pays qui se sont battus pour acquérir des libertés accepter qu'un conseil des ministres de 2 heures ou de 10 minutes puisse supprimer ces libertés-là. Donc bref, je pense que nous devons aller dans le sens de malgré l'impasse, on s'en sort comment? Et c'est pourquoi malgré l'impasse, on s'en sort comment? Oui, c'est la grosse interrogation parce que vivement le retour à la normalité est souhaité par plus d'un Béninois. Mais en attendant, le chef de l'État a pris une option que beaucoup ont saluée parce qu'hier, ça fait école. Il s'agit des responsables au niveau des confessions religieuses. Pétos, le chef de l'État, en rencontrant ces responsables, beaucoup ont espéré que juste après, eh bien, il y aurait un dégel, mais on a eu l'impression, on préfère dire l'impression, vous êtes là, vous allez nous dire ce qu'il en est, peut-être que dans le tout prochain jour, vous allez revoir votre position, mais on s'attendait franchement à ce qu'il y ait un dégel, mais on a l'impression que vous êtes campé sur votre position. Pourquoi? Le chef d'État a rencontré les confessions religieuses. En fait, est-ce qu'il a échangé avec les confessions religieuses ou il leur a parlé, il leur a imposé ce qu'il veut? En fait, c'est en ces termes il faut comprendre. Il a rencontré les gens, les confessions religieuses. Il a profité de ces rencontres plutôt pour diaboliser les travailleurs, pour infantiliser l'enseignant, pour montrer à la face du peuple, livrer ainsi à la vindicte des enseignants, pour montrer que l'enseignant ne vaut rien. À quel moment? N'exagérez pas. À quel moment l'a-t-il fait? Mais lorsqu'il a rencontré, je ne me rappelle plus, ce n'est pas les évangélistes, mais il disait que les enseignants ne produisent rien pour la nation, qui sont donc par voie de conséquence des parasites. Ils sont payés sur la base des impôts des paysans, des artisans, des émes et des commerçants, qui en réalité valent plus parce qu'ils apportent une plus-value à la nation. En fait, c'est dans cette terme il parle qu'il rencontre les corps constitués de la nation. Vous pensez que vous avez été infantilisé? Non, c'est... diabolisé. Mais vous suivez tous avec nous, vous suivez tous avec nous. C'est-à-dire, on ne sent vraiment pas la bonne foi, la volonté d'en arriver à un dégel. C'est ça ce qui nous gêne. Le chef de l'État, en fait, c'est les ministres qui devaient tenir des propos va-t-en-guerre et le chef de l'État doit venir en sapeur-pompier pour venir sauver ce qui peut encore l'être. Mais malheureusement, c'est le chef de l'État qui donne donc, qui fait ce marquage aux travailleurs. Il les diabolise à tous les niveaux, appelant donc les femmes et tous les citoyens béninois. En fait, il les envoie à la vindicte. Alors, ça ne se passe pas comme ça au Bénin. Ici, c'est le Bénin. C'est le Bénin. Quand ils sont entraînés, la conséquence, c'est la radicalisation du mouvement.
C'est la radicalisation du mouvement. Les ministres ont pris dans le week-end donc des communiqués appelant les collègues à reprendre sous menace de radiation. Mais les collègues n'ont même pas attendu le mardi avant de fermer les écoles. Allez voir à Lada, allez voir à Genève, Karimama, allez voir à Porto-Novo et à Cotonou, un peu partout. C'est même aujourd'hui, même déjà, que les collèges ont commencé à être fermés. Les gens n'ont même pas attendu demain. Donc ça veut dire que ce qu'ils sont en train de fabriquer est loin de régler la question. Il faut que le chef d'État sache que, en vérité, le dernier mot lui revient. Il ne lui appartient pas de se substituer au juge administratif. Voilà l'exécutif qui dit la grève est légale. Le pouvoir social que nous constituons dit que la grève est illégale. Il faut un arbitre. L'arbitre, c'est le juge administratif. Voilà le garde des Sceaux qui s'érige en juge administratif, déclare la grève illégale et annonce les radiations pour abandonner le poste. Quand ça se passe comme ça, l'enseignant, le travailleur n'a que pour seul devoir de désobéir. Patrick Pognon, bon, le ton semble davantage à la fermeté, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. Et on sait, de par le passé, que lorsque les responsables des confessions religieuses rencontrent le chef de l'État, par la suite, c'est l'accalmie, le sourire aux lèvres. Mais là, on a comme l'impression que c'est tout le contraire. Pourquoi ce schéma? Il y a eu l'occasion de rencontrer des évêques. Et j'ai demandé à ces évêques que l'Église catholique reprenne son rôle. Et ils ne m'ont pas répondu dans leur sagesse. Et quelques jours après, je les vois devant le chef de l'État. J'étais en droit de me réjouir. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à aller les voir. Parce que si je vais les voir maintenant, ils vont me dire, c'est toi qui sais parler, non? Tu nous as dit d'aller. Vous avez vu la conclusion de Monseigneur qui a parlé au nom de tout le monde à la fin? Il dit, nous sommes venus rencontrer l'homme dans sa vérité. Nous ne sommes pas venus trouver la vérité. Nous sommes venus rencontrer l'homme dans sa vérité. Et le président n'a pas compris la portée philosophique. Et il était content, il souriait. Ils sont venus parce qu'ils ont des brebis qui ont des problèmes. Et ils sont venus voir le chef de l'État, comme ça se fait d'habitude historiquement au Bénin. Et le président a dit exactement ceci. Tout ce que vous avez amené là, c'est pas ça. Je vais vous expliquer. Le président n'a pas tort dans sa vérité. Moi, je ne juge pas qui a tort, qui a raison. Mais ce que je dis, Thomas Sankara avait raison, mais il est mort. Patrice Lumumba avait raison, mais il est mort. Je souhaite que le président ait raison comme Nelson Mandela, qui avait raison, mais qui avait écouté aussi les autres. Un jour, on a demandé à Nelson Mandela, pourquoi vous écoutez des gens qui vous ont mis en prison, qui vous ont fait souffrir? Et Nelson Mandela de répondre, parce qu'ils ont toujours les moyens de me tuer. Ils ont toujours les moyens de me nuire. Je vais résumer ce que je veux dire. Les enseignants n'ont rien fait contre Patrice Talon avant qu'il n'arrive au pouvoir. Ils l'ont aidé. Ils l'ont aidé par leur mouvement. Ils l'ont aidé. Tout le monde sait ce que ICICO, contribution de ICICO à l'alternance dans ce pays, tout le monde sait. Donc, on n'est même pas dans le schéma de Nelson Mandela, qui avait en face de lui des gens qui lui ont fait mal. Mais le président, aujourd'hui, n'est pas en train de faire comme Nelson Mandela. Il est en train de faire comme Thomas Sankara. Il est en train de faire comme Patrice Lumumba, qui sont vraiment des panafricanistes, des gens qui ont des visions, qui ont des portées et tout. Mais vous ne pouvez pas raser la tête de quelqu'un en son absence. On ne peut pas faire le bonheur des Béninois sans les Béninois. Et comme il a dit tout à l'heure, je n'ai pas écouté, moi, ses propos. Mais si le chef d'État a tenu ses propos, de dire que les enseignants ne produisent rien, je voudrais te demander quelle mouche a piqué notre président. Qui est en train de faire croire ça à notre président? Personne parmi nous, dans ce pays, ne serait en train de parler français sur ce plateau si nous n'avons pas eu des enseignants pour nous former. Je me rappelle lorsque Yahi Boni a eu vent, qu'on a retrouvé son maître de CI. Ça a été un événement national. Je voudrais que franchement, nous ne tombons pas si bas. Les enseignants sont des Béninois. Ils ont aussi comme président Patrice Talon. Il faut que le président soit le président de tous les Béninois. Et moi, je crois
que nous n'avons pas encore franchi la ligne rouge. Il est toujours possible de le faire. Nous allons proposer des solutions avant la fin de cette émission parce que les solutions existent, des solutions pratiques qui vont permettre à chacun de jouer son rôle pour que nous sortons de cette crise. Oui, c'est le souhait de plus d'un. La surprise des parents ce matin n'ont pas de voix et enseignants, médecins et hommes de la justice oublier leurs préoccupations, mais tout de même une nouvelle concession. Oui, c'est le souhait. Pétos, vous pouvez ne pas l'aimer. Les parents ont souhaité revoir leurs enfants ce matin, tout au moins dans les salles de classe, parce que c'est le premier jour après les congés de détente, alors qu'ils n'ont pas véritablement travaillé. Mais les enfants et les parents ont découvert des salles de classe hermétiquement à leur close. Je vous disais tout à l'heure que lorsque tous les canaux de la démocratie sont fermés, il n'y a que le devoir de désobéir. Les canaux de la démocratie. Mais on ne fait que est-ce qu'ils violer. sont fermés au Bénin? Mais aujourd'hui, les lois sont fabriquées dans la tête de nos gouvernants. Les lois sont votées dans la tête des gouvernants. Les lois sont promulguées dans la tête des gouvernants. Les lois sont mises en application dans leur tête et sont sanctionnées dans leur tête. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il n'y a pas de jour où on ne viole pas les lois d'un pays. Mais vous voici, il n'y a pas très longtemps, on a réquisitionné des magistrats pour faire de grève, alors que la justice n'est pas un secteur sensible au sens de l'article 14 de la loi portant l'exercice du droit de grève au Bénin. Mais c'est comme ça que ça se passe tous les jours. Quelle est cette disposition légale réglementaire qui a prévu que quand les enseignants, les travailleurs sont en grève, on confisque le salaire? Quelle disposition réglementaire ou légale prévoit que lorsqu'on ouvre des discussions sur la base de motions de grève, on se ravise des semaines après pour dire que les discussions qu'on a engagées sur la base de telle ou telle motion doivent s'arrêter parce qu'en temps, la grève est déclarée illégale. La grève n'était pas illégale lorsqu'on avait ouvert les discussions, lorsqu'on échangeait, on trouvait même des solutions que nous demandions en son temps qu'on améliore. Et comment un coup de massue, on arrête toute négociation par rapport au point de la discussion et on dit bon, la grève est légale, on va maintenant, on prend un coup de massue, on tape sur eux, ils n'ont qu'à reprendre, sinon ils seront radiés. Ça se passe comme ça. On ne peut que désobéir. Ils ont dit que ils ont commencé par envoyer des policiers, des gendarmes, aller faire les points de présence. Ils le font. Mais pourtant, les gens sont à la maison. Allez voir Cové, allez voir Boycon, allez voir Porte-Nouveau, à Davier, allez voir Misrété, partout dans le pays. Ça veut dire que la solution n'était pas la menace. Quand vous menacez l'enseignant, lui-même, il réagit. La réaction du travailleur lorsqu'il se sent menacé est souvent au-delà de la hauteur de l'attaque. Donc, que tout le monde soit serein. Nous ne voulons pas, les enfants nous ont rien fait. C'est leur devoir donc d'aller à l'école, c'est leur devoir et notre devoir également, c'est d'élever les consciences et d'éclairer ces jeunes générations montantes. Mais le gouvernement nous a poussés à une extrémité assez dangereuse. Et nous ne prenons pas les enfants en otage parce que nous n'avons même pas intérêt à ce que chaque année on parle de grève. S'il y a des problèmes qu'on peut régler, réglons-les une fois pour de bon. Crevons l'abcès une fois pour de bon. Pour qu'on ait la paix dans le système pour quelques années. Le système même est déjà assez déliquescent à travers plusieurs considérations. Mais il ne faut pas qu'on en ajoute. Actuellement, on avait commencé à trouver une porte de sortie. On a proposé donc des taux. On a dit non, c'est trop bas. Allez améliorer ça pour qu'on continue les discussions, pour qu'on s'en sorte grandi. Pendant que tout le monde s'attendait à ce que le gouvernement améliore les taux proposés pour tel ou tel, il range définitivement au placard les revendications. Il dit la grève est désormais illégale et je tape du poing sur la table. Cette démarche ne doit pas être anodine. C'est vrai qu'on a vu l'autorité annoncer la reprise des revendications avec ses voix à la base pour parler des ministres. Donc il y avait eu même des propositions. Il s'agissait de les améliorer, comme l'a dit votre vis-à-vis. Mais la surprise a été aussi à ce niveau pour les parents de constater qu'au lieu d'évoluer dans les discussions, il y a eu cette annonce de l'illégalité du moment de débrayage et qui pousse presque à tout rebeloter.
Qu'est-ce qui peut motiver vous qui avez le contact de la gestion des crises et des questions non dites, comme on dit parfois, qu'est-ce qui pourrait pousser parfois à des revirements du genre? J'ai eu l'occasion plusieurs fois sur les antennes de dénoncer le fait qu'à la présidence de la République du Bénin, il n'y a pas un seul stratège. Qu'à la présidence de la République du Bénin, il n'y a pas un seul spécialiste de communication. Qu'à la présidence de la République du Bénin, il n'y a pas un seul spécialiste des questions de leadership. Et donc... Attendez, tout ça, vous l'avez dit il y a longtemps. Ça s'est amélioré en temps, j'aurais appris. Par quoi? Par quoi? Je fais le tour. Tous ces manquements étaient pourvus. Non, par quoi? Donnez-moi la liste de nominations, de spécialistes de questions. Le Bénin est rempli de compétences. Mais vous allez voir que toutes ces compétences se rangent aujourd'hui dans la société civile. Toutes ces compétences sont sur les plateaux en train de parler et personne ne les écoute. C'est quoi cette manière de négocier? C'est quoi cette manière de négocier? Où le président parle et remet en cause ce qu'il a dit. C'est quoi cette manière? Ce n'est pas de la stratégie aussi? Mais M. Pétos dit quelque chose qui est quand même... Il est enseignant, il n'est même pas stratège. Il dit c'est les ministres qui doivent durcir le ton et le chef d'État doit calmer. Alors on a besoin d'être stratège pour comprendre ça. Mais quand le chef de l'État devient le protagoniste, quand le chef d'État, je vous dis même, et je vais vous faire une révélation, même les ministres qui étaient en négociation sont tombés des nues. Vous dites? Même les ministres qui étaient en négociation avec eux sont tombés des nues. Eux-mêmes ne comprennent Juste après pas. ce revirement? Eux-mêmes ne comprennent pas. Le langage qui vient de tenir est le même langage des ministres qui étaient en négociation. Justement, on était sur le point alors de là, sortie. est-ce qu'il ne faut pas se demander poser la question de savoir si le chef n'est pas plutôt dans une stratégie? Oui, mais écoutez, vous savez, je ne peux pas comprendre. C'est vrai, hein, bon, je ne sais pas ce que le ministre de Macron qui est venu au Bénin, ce qu'il a demandé à Patrice Talon de faire avant de venir à Paris. Je ne sais pas. Parce que toute la pagaille a commencé après ça. Alors si c'est la France qui veut mettre du désordre, afin qu'à l'arrivée du chef de l'État, on puisse faire un communiqué pour montrer que Macron est un bon médiateur et a réglé les problèmes, je ne sais pas. Parce que c'est-à-dire que juste après cette rencontre, on peut se rendre compte d'un dégel de la situation après le passage du chef d'État à Paris. Ah, c'est possible. Parce que vous savez que la France aime le scoop. Et comme avant, ils faisaient du scoop avec l'argent et ils n'en ont plus, ils peuvent transformer ça en scoop pour dire, ouais, après discussion, après ceci, bon, le chef d'État a réussi à amener le président Patrice Talon à mettre de l'eau dans son verre. C'est possible. Parce que moi, Mais quel sera le gain pour Patrice Talon, que ce soit le président français, qu'il amène lui à mettre de l'eau dans son... C'est l'audience qui a été recherchée comme de l'or. Moi, je ne sais pas ce que le président d'un pays dont les cadres, c'est-à-dire nous partons de l'Afrique, où notre système éducatif existait 17 000 ans avant Jésus-Christ. Et nous allons chez des Français qui jusqu'en l'an 1200 n'ont pas été à l'école. Et nous cherchons cette audience, le président de Béanzin, de Tofa, de Kaba, qui cherche une audience en France comme si c'est l'affaire du siècle. Et on va nous passer les photos sur les réseaux sociaux comme si c'est un scoop. Qu'on rencontre un président français qui va glisser dossier Bolloré, qui va glisser dossier des Français qui ont besoin de prendre des marchés au Bénin, qui ont besoin de prendre de ceci. Quand le président français allait à Dakar, tout le monde a dit, il est venu, il a donné 100 milliards pour l'éducation. Mais personne n'a su. Le contrat sur le pétrole. Les avions qui ont été achetés par le Sénégal. Personne n'a su. Patrice Talon va aller en France, va donner des choses. Il paraît que le Bénin n'a rien à donner. Ah, oui, bon, la caisse est vide. La caisse est vide. Et on dit, toute la sous-région est en crise. Oui, mais toute la région n'a pas l'intelligence des Béninois. Le président Houphouët avait son palais rempli de Béninois. Nous avons l'intelligence. Réunissons les forces. Allons à une conférence économique et sortons la caisse. Ça s'impose? La conférence économique s'impose seulement si elle est organisée avec ruse et rage, elle ne boutira à rien. Il faut réunir les compétences. Non, mais vous aussi, vous croyez à l'usage de l'expression ruse et rage? Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Vous savez, je vais vous dire, c'est vrai que c'est une expression sortie par hasard. Seulement, la parole produit son effet.
elle est sortie par hasard, mais elle a commencé par produire son effet. Je voudrais dire simplement, pour revenir à ce que nous sommes en train de dire, vous voyez, quand j'écoute même M. Pétos, je dis, mais voilà des gens qui ne disent pas, nous là, ce qu'on demande là, on doit nous donner. Mais qui disent, on était sur le point de s'entendre. C'est-à-dire, nous avons un combat, un des enseignants qui sont prêts à déposer les armes dès qu'on leur donne un peu. Il dit, on ne veut rien donner. C'est-à-dire, quel est ce type de négociation? Je voudrais encore une fois dire que le président Patrice Talon n'a fait que 2 ans. Il reste encore 3 ans. Mais il va falloir faire un virage à 180 degrés pour pouvoir aller à l'école de Nelson Mandela. Parce que l'école qu'il est en train d'utiliser aujourd'hui est une école qui n'abonne pas à bon port. Voilà ce que je veux dire à ce niveau du débat. Pétos, vous prévoyez le CIMAS, ce CIMAS, une marche. Une marche que vous dites marche de défi. Quel défi? Dans un contexte où il est question de faire les choses autrement. Bon, vous savez, comme l'a dit le coach tout à l'heure, il y a de cela une semaine, voire 10 jours, on était loin de savoir que le gouvernement allait virer comme un tournesol, comme ça. En vérité, nous avons crédité nos ingénieurs confédéraux de bonne foi. Ils sont allés à la rencontre, à la dernière rencontre. Ils s'attendaient à ce que le gouvernement leur dise, bon, par rapport aux différents taux, nous avons amélioré et voilà ce que nous proposons. Mais avant qu'ils n'aient cette rencontre, on constate les défalcations. Donc, on n'a même pas attendu qu'ils viennent d'abord. Les autres disent, mais on ne peut pas être à cette hauteur des négociations, il y a défalcation. Remettez les défalcations et on évolue donc dans la discussion. Si c'est le prix à payer pour qu'on puisse sortir de la crise, il appartient au ministre Biochane. Il dit, bon, alors, si c'est le prix à payer, nous prenons acte. Et on arrête le processus pour les autres et on prend l'engagement de retrocéder donc, ce qui est dévalué pour les autres. Et on aurait évolué, peut-être même qu'ils ont amené des propositions plus alléchantes, qui le sait. On aurait évolué cette piste-là. Mais les autres disent, bon, si vous ne êtes pas d'accord, nous, on se retire. Ils sont retirés. Le mois a continué. Et au lieu de chercher maintenant une porte de sortie, on dit, bon, maintenant, on va assimiler pour abandonner de poste tout enseignant qu'il ne reprendrait pas donc, sur le service dès aujourd'hui. Alors, quelle a été la réplique? Les enseignants n'ont même pas attendu demain jour de grève avant de fermer les classes. Vous ajoutez que vous allez organiser une marche. Une gigantesque marche demain qui prendra départ à l'heure du travail après de 8 heures plus tard pour dire donc dans tout à la face du monde entier et devant la presse nationale et internationale que ces gouvernants en font déjà de trop. Vous savez ce qui vous attend, ce que vous risquez avec une marche comme celle-là sans avoir l'autorisation du préfet du territoire dont vous dépendez. On ne peut pas descendre dans les rues n'importe comment. Et vous savez, depuis un certain temps, l'autorité a estimé que ce n'est pas bien séant d'organiser des marches les jours ouvrables. Et le jour que vous retenez est toujours ouvrable. Vous avez pris langue avec l'autorité préfectorale? Oui, jusqu'à vendredi soir. Pas l'autorité préfectorale. Nous sommes... c'est de la compétence de la mairie. Ça, c'est donc, vrai. C'est de la compétence de la mairie. Donc, nous avons rempli toutes les formalités à la mairie. Et on devait prendre l'autorisation le vendredi passé, dans la soirée. Et il y a quelques petites erreurs qu'il fallait rectifier. Donc, je suis sûr que avant donc, la fin de cette journée, on aura donc l'autorisation. Et sinon, jusqu'à 10 heures. Un refus de quitter la bourse du travail n'est pas exclu. Un refus n'est pas exclu, mais le peuple avisera. Le peuple avisera. Avec Champollion, encore une autre marche qui s'annonce. Oui, et moi, franchement, c'est vrai que M. Pétos n'a pas compétence à décider seul, mais si mon mot devait être dit, moi, je vais demander qu'on puisse suivre à cette marche parce que
Déjà, ils vont tenter de marcher. Il faut reconnaître que le préfet ne va pas vouloir cette marche. Il ne va pas vouloir cette marche. Et connaissant un peu la manière dont ça réagit là-bas, ça veut dire que demain, nous sommes encore dans une situation chaude que nous allons avoir derrière le président. Il est en France, en train de célébrer sa victoire avec Macron, et le Bénin aura une journée difficile demain. Bref, moi je pense que l'Église catholique a encore un rôle à jouer, un rôle énorme à jouer. C'est vrai que, bon, après la rencontre qu'ils ont eue avec le chef d'État, ils ont déchanté, mais ils ont encore un rôle. Le chef d'État a déclaré sur les antennes qu'il est catholique. Et les évêques n'ont pas pu vraiment l'amener sur ce terrain pour pouvoir l'amener à fléchir un peu sa position. Mais je crois qu'il est temps que l'Église catholique fasse appel au pape François pour intervenir au Bénin. À ce point, mais oui. Le chef a dit tout ce qu'il fait, c'est au regard des prescriptions religieuses, au regard des recommandations de la foi. Et de ce point de vue, est-ce que ce ne serait pas trop lui demander que de lui demander de revoir les choses autrement? Le pape François n'est pas que responsable religieux. Il est un homme d'État. On ne lui dit pas non. Il est impossible à Donald Trump de dire non au pape François. Mais est-ce que la tension actuelle voudrait qu'on aille à ce niveau? On est déjà à ce niveau. Il n'y a aucun médiateur. Citez-moi un seul médiateur au Bénin, ou même dans la sous-région, qui peut intervenir. Citez-moi un seul médiateur des Nations Unies qui peut venir aujourd'hui au Bénin sans être obligé d'écouter le chef d'État 5 heures de temps dire sa vérité à lui. Alors le seul capable de lui dire aujourd'hui, il va falloir que l'autre son de cloche aussi soit entendu, c'est le pape François. J'ai eu l'occasion d'analyser totalement la situation, mais je crois que l'Église catholique a encore ce joker qu'ils peuvent jouer, parce que le président Patrice Talon, il a sa façon de fonctionner, mais je sais que le connaissant, devant le pape François, il va enfin écouter. Parce que le président, il n'entend pas. En fait, les gens pensent qu'il ne veut pas faire ce qu'ils disent, mais il n'entend même pas. Il n'entend pas. Il n'entend pas. Comment ça? Il est galvanisé par un certain nombre de ses collaborateurs sur sa perception des faits. Il pense que les autres ne le comprennent pas. Le président est convaincu que les autres ne le comprennent pas. Donc, il faut quelqu'un pour lui dire, oui, on a compris tout ce que tu es en train de dire, mais il faut aussi comprendre ce que les autres sont en train de dire. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, une personne à qui le président Patrice Talon peut écouter sans donner l'impression de vendre le Bénin, parce que si c'est Macron, il écoute, aucun Béninois, aucun Africain ne sera d'accord avec lui, mais le pape François a de l'autorité. Et je sais, il a de la finesse, il a de la diplomatie, et je crois que l'Église catholique doit faire une délégation pour aller confier ce dossier au pape. Parce que, vous voyez, même le dossier à Adjavon-Sébastien, Patrice Talon, ça m'a tellement fait rire quand le président Patrice Talon dit qu'il est catholique. J'ai dit aux gens, voilà un problème entre deux catholiques et l'Église catholique n'arrive pas à régler. Ah, il y a un problème. Si deux catholiques ont des problèmes, il est normal que l'Église puisse régler ça. Et quand l'Église ne règle pas ça au niveau national, l'Église doit amener ça au patron, au papa de l'Église, pour que lui puisse régler. Mais il est temps. Vous voyez, il s'est passé des choses ici. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des radios qu'on ne peut pas suivre. Il y a des télévisions qu'on ne peut pas suivre. J'ai discuté avec une dame, c'était ridicule. Elle me dit, bon, vraiment, nous aimons vos émissions sur Sika TV, vraiment. Et si le chef d'État suivait l'émission, ça va lui permettre de faire ceci. J'ai dit, quelle émission? Nous, on ne peut pas suivre au Bénin. Il dit, comment? Et nous, on produit au Bénin. Mais on ne peut pas suivre au Bénin. Vous voyez, c'est ridicule comme situation. Et tout ça là est passé. Et on est en train d'aller de ligne rouge en ligne rouge. On est en train de faire comme si on peut prendre des décisions comme on veut et tout ça. Non, non. Le président du Bénin est le président de tous les Béninois. J'ai tellement de respect pour lui et pour la fonction que je pense qu'il est temps de qu'une personne. Moi, par exemple, voilà, les gens me disent, il faut aller en audience avec le chef d'État. J'ai dit oui, mais je ne suis pas sûr de pouvoir trouver l'oreille du président pour lui parler. Et je me rappelle, quand le président Laurent Gbagbo avait voulu faire sa crise en Côte d'Ivoire, le président Thabo Mbeki est venu lui dire, laisse tomber. Tu es arrivé à un niveau où il faut laisser tomber. Et il y avait des gens derrière le président Thabo Mbeki pour lui faire signe de ne pas accepter. Et résultat, il n'a pas accepté. Donc c'est pour dire, je pense que
les gens disent souvent que peut dire rien ne le dépasse, mais je crois que là, j'ai besoin d'une pointure supérieure. Je crois que le pape François peut nous aider dans cette situation et l'Église catholique doit prendre ses responsabilités. Dans cette situation, la tension qui est plus que vive emprase 3 secteurs fondamentaux. Actuellement, il y a les enseignants en ligne de mire, mais aussi les agents de santé et puis les hommes de la justice. Pétos, quel est le lien entre vous? Non. Les hommes de la justice, de la santé étaient allés en grève parce que de façon malicieuse, on leur a arraché le droit de grève. On le leur a arraché à un moment où prenait fin le moratoire, venait à expiration le moratoire accordé au gouvernement par rapport à leurs revendications. Eux sont allés en grève pour ça. Tout à fait. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a un élément qui vous unit dans le combat Oui, ce qui nous unit aujourd'hui, c'est les défalcations. On a défalqué les salaires et on a fait des retenues de salaires aux magistrats, aux agents de la justice, aux agents de santé. Au-delà de la retenue aux enseignants, pour les enseignants, on a même confisqué le reste. Donc, on a... les plus têtus de la République. Oui. Bon, si je vous le concède. Mais donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui en commun. Et je ne vois pas opportun qu'on aille solliciter le pape pour cette situation. En réalité, lorsqu'on aura des problèmes vraiment sérieux, on ira voir qui. Ce n'est pas encore si... donc vous trouvez qu'il pourrait y avoir plus grave que ce que vit le Bénin actuellement? Actuellement, la solution, il suffit que après-demain, au Conseil des ministres, les ministres à l'unisson du chef de l'État, là où on en est arrivé, c'est assez dangereux, ordonnons la résolution des défalcations et le paiement des salaires. Monsieur Pétos, oui. Vous voulez qu'au moment où on menace de radiation les enseignants, oui, les ministres aient dit au président? Oui, ou bien ils sont des ministres à part entière, ou ils sont des ministres entièrement à part. Non, ils sont des ministres à part entière. Ils sont des ministres à part entière. Mais un ministre à part entière ne contredit pas le chef. Ah non, c'est pour ça que vous n'êtes pas en train d'appréhender à quel niveau de crise nous sommes. Nous sommes dans une crise où le chef de l'État est protagoniste. Oui. Et il n'y a aucun médiateur national qui peut encore intervenir pour... Aujourd'hui, le président, les deux anciens présidents ne peuvent même pas aller voir le président de la République. Dites-moi, nous sommes... Je ne sais pas si... Dites-moi, qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive encore? Monsieur Pétos, oui. Qu'est-ce qui doit arriver encore pour que vous sachiez que l'heure est grave? Non, l'heure est grave, l'unanimité est faite là-dessus. Chers invités, surprise pour surprise, on nous informe qu'on ne saurait avancer davantage. Le temps est complètement parti. Pétos, quel est votre grand vœu par rapport à la situation qu'on vit actuellement? Regardons droit dans la caméra et ça va être en même temps votre mot de la fin. Non, nous pensons que le seul lieu de la nation, c'est le chef de l'État. Il n'a qu'à prendre la mesure de la situation et régler les problèmes afin de sauver ce qui peut en colère. Merci beaucoup. Je crois que le chef de l'État ne nous entend pas. Parce que le chef de l'État est dans une vérité. Je crois qu'il faut trouver tous les ressorts nécessaires pour que le chef de l'État perçoive l'autre vérité, perçoive le point de vue des autres. Ça, c'est le combat que chacun doit mener pour que rapidement, nous puissions trouver une porte de sortie à cette crise qui ne fait que trop durer et qui est en train de s'aggraver. Merci, mesdames, messieurs. Ce sera tout pour l'émission 100% Bénin du jour. Nous émettons un thème sur cette citation de l'artiste et écrivain irlandais Oscar Wilde. La vraie valeur d'un homme réside, non, dans ce qu'il a, mais plutôt dans ce qu'il est. Prenez soin de vous. Demain, c'est un autre jour avec le même entrain, la même disponibilité. On sera là pour vous servir. À très vite.